Salut à tous, nouvelle semaine du rendez-vous de midi pour commenter l'actualité. Bon midi à tous, excellente semaine à chacun de vous, mesdames, messieurs. Bienvenue sur la télévision Caraïbe. L'ancien président Lavalas, Jean-Bertrand Aristide, revient au devant de la scène politique en deux actes. Son discours dimanche sur la justice ou l'absence de justice, principalement en ce qui concerne le dossier Petro-Caribé en cours, et sa fin de non-recevoir à l'invitation au dialogue que lui lance le président de la République, Jovenel Moïse. S'il faut attendre encore longtemps pour voir l'inculpation des dilapidateurs du fonds ou que les acteurs politiques acceptent leurs responsabilités partagées dans la crise actuelle, il y a bien une chose qui ne peut plus attendre longtemps, l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables. Est-ce pourquoi la Chambre des députés abroge la semaine dernière la loi du 10 septembre 2009 fixant désormais le salaire minimum à 750 gourdes, soit 8 $ et quelques cents. Faut-il rappeler que depuis 2 ans ou plus, les salariés des factories réclament 1000 gourdes pour chaque journée de dur labeur. Pourquoi n'ont-ils pas jusque-là été entendus? Quelle justification aux 750 gourdes proposées par le parlementaire? Les conditions de l'abrogation de la loi précitée ont-elles été les bonnes? Pour en parler, nous accueillons, mesdames, messieurs, ce midi, le responsable de la plateforme de plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA, économiste, professeur d'université, Camille Chalmers. Bon midi et bienvenue sur ce plateau. C'est avec plaisir que nous vous recevons encore une fois. Bonjour, et nous saluons tous les auditeurs, et téléspectateurs et téléspectatrices qui ont regardé l'émission. C'est toujours un plaisir pour nous répondre à l'invitation et Radio-Télévision Caraïbe. Professeur Chalmers, je viens de le citer à l'intro. Ancien président Jean-Bertrand Aristide fait un discours hier dans l'occasion remise de diplôme de gradué dans l'université, mais un discours véritablement politique qui sont retenus, qui s'addit ce retour fracassant, si je peux le dire, de l'ancien président Aristide. Bon, il faut nous noter que les revendications autour de questions pétro-caribéennes sont des revendications qui pratiquement joignent adhésion presque tout secteur politique dans le pays, à part le pouvoir actuel et le clan PHTK. Donc, c'est une revendication qui est très largement partagée. C'est une revendication qui est centrale parce qu'elle permet de nous attaquer les problèmes de l'impunité en Haïti, qui est un gros bagage qui a prolongé le pays. Elle permet de nous attaquer le problème de la corruption. Et son porte d'entrée pour nous poser une série de questions essentielles au fonctionnement de l'État et des rapports entre l'État et la population. Donc, nous pensons que son scandale qui est tellement énorme, donc son scandale qui soulevait indignation un paquet de secteurs politiques, très justement. Très bien. Qui soit répondre, par exemple, ou bien qui soit dit avec des gens qui croient que l'ancien président, leader à vie du parti Famille Lavalas, pas en totale légitimité ou bien, nous sommes capable de dire, légitimité morale pour parler de l'impunité dans le pays. Parce que selon eux, pendant le passage il y a 2 fois dans notre pays, l'État a lui-même tout des péchés à expier envers la nation pour ça qui fait pendant la gouvernance l'IA. Bon, nous pensons que y a un bilan qui doit être fait de tout gouvernement qui dirige le pays dans la période 86-2019 et côté que effectivement c'est une période qui te permet que nous avons pas d'opportunités pour justement changer les choses, changer l'État, changer le fonctionnement de l'État. Donc, un bilan qui doit être fait. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège de gens qui voulaient justifier la corruption, je dis, et qui a dit bon, tout le monde corrompt. Ce n'est pas le cas. Au contraire, nous profitons, insister sur le fait que dans l'administration publique haïtienne, nous connaissons des gens qui ont travaillé depuis 40 ans et qui n'ont pas jamais syncope l'État. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un bilan, mais un bilan responsable et regardez que dans les dernières années, effectivement, l'État haïtien a bénéficié d'un flux inédit en termes de volume de liquidité. C'était autour de 300-400 millions de dollars américains et des 300-400 millions de dollars américains annuellement sans aucune contrainte qui n'est pas vraiment dictée par aucun contrôle au niveau de la coopération à cause du fait que Chavez et le gouvernement vénézuélien étaient décidés de respecter l'autodétermination peuple. Donc dans ce sens, c'est vraiment une circonstance exceptionnelle. Et effectivement, c'est particulièrement grave que dans la période ça, nous avons toute dilapidation ça, tout détournement de fonds ça, tout gaspillage ça, et côté tout fonds ça qui effectivement est capable de représenter une espèce de tournant, bifurcation dans la question de investissement public. Nous voyons que tout fonds ça pas vraiment investi à bon escient et il a servi à enrichir quelques familles et quelques clans. Donc nous pensons que l'indignation doit être centrée sur ça. Et une fois que nous ne pas noyer
question avec tout un ensemble d'argusties que habitué bail pour faire oublier qui sont les responsables de la dilapidation et du scandale énorme qui a affecté le pays, qui a affecté l'avenir pays. Très bien, mais deuxième acte par rapport à ce retour du président Aristide dans le débat public, c'est par rapport justement à refus de l'invitation. On refuse de recevoir l'invitation du président de la République à dialoguer. Est-ce que quelque part, nous sommes capables de dire son refus du président, de l'ex-président Aristide à participer à une certaine recherche de résolution de la crise, ou bien plutôt nous sommes capables comme un clou l'y enfoncé par rapport à cette perception d'illégitimité du président de la République à continuer à diriger? Oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Il est clair que gagner je dis, une opinion qui est très largement partagée par un pile secteur de la population, que le gouvernement actuel, dirigé par M. Jovenel Moïse, n'est pas capable de résoudre la crise, n'est pas capable non plus de sortir de tout sentier d'effondrement que nous mettons dans la donne, tant du point de vue institutionnel, politique et économique. Donc, je dis, nous croyons que, et on peut se baser sur l'histoire récente, parce que si nous basons sur ce qui s'est passé 6, 7, 8 juillet, côté effectivement la population a un message clair, et nous voyons que le président de la République n'a pas su comprendre ce message, il n'a pas fait aucun redressement réel, et il a enfoncé dans les mêmes voies. L'obéissance au Fonds monétaire international, l'application des politiques néolibérales, les prébendes pour des familles alliées de l'oligarchie, c'est pas qui a gaspillé comme pays. Donc nous croyons que l'orientation ça va après le répéter. Donc il ne faut pas tomber dans le piège de ce que, avec un nouveau Premier ministre, il y aura effectivement un renouveau, parce que ça t'avait dit qu'il faut que tu sois capable de gagner une rupture vraiment claire par rapport à mode de gestion que nous l'avons donné depuis trop longtemps et qui produit effet que nous vivons aujourd'hui, qui sont effondrements économiques et une situation qui est pratiquement intenable pour près de 4 à 5 millions de monde dans le pays. Très bien, on va nous faire fenêtre ça pour aborder de véritables questions qui intéressent nous aujourd'hui à travers l'émission. Il y a ce discours aussi qui veut que ce n'est pas dialogue. Quel que soit ça, nous devons faire, que nous soit sorti pour nous faire pour nous rebattre quatre là, il faut le passer, nous chita parler. Avec ce refus du président Aristide que nous connaissons, influence qu'il gagne sous un certain nombre de secteurs dans le pays, est-ce que ce n'est pas quelque part l'occasion que nous perdons pour que vraiment nous arrivions dans une dynamique de tolérance et de dialogue qui t'a permettre justement que chaque monde d'accord sous ça a gagné en termes de responsabilité dans la crise là, parce que ce n'est pas avec Jovenel Moïse qu'on est arrivé là, et que quelque part nous dit nous, en nous définit un agenda commun comme responsable, comme élite politique pour nous changer donne. Parce qu'on parle du président Aristide, on parle aussi de Jovenel Moïse, qui tous deux, et en fonction de l'influence de ça a gagné dans un rapport de force qui est souterrain, il y a toutes ces petites Haïti et quelque part on peut leur prêter la bonne volonté de vouloir du bien pour ce pays. Quand on parle de dialogue, c'est très important pour nous voir quel dialogue, dans quel cadre, quels sont les objectifs de ce dialogue et comment il y a une configuration de force qui a dialogué. Le gouvernement Jovenel Moïse a montré nous très clairement qu'il n'y a pas sous dialogue. Il est complètement fermé autour des intérêts politiques et économiques de clan PHTK. Et nous voyons très bien ce qui passait avec les États généraux sectoriels qui ont une opportunité pour le dialogue leur fait. Nous voyons ce qui passait avec les commissions que nous nommons pour de facilitation du dialogue. Côté que nous ne sommes pas capable, dans une situation aussi tendue, dans une situation de perte totale de légitimité, ou pas capable de jouer un match avec le monde, et puis on prend un habitant, ou désigne un habitant, après ça on demande des gens à monter terrain. Donc il faut que vraiment, il faudrait un cadre totalement différent. Et aujourd'hui, nous croyons que le temps de ce dialogue est passé. C'est-à-dire que le gouvernement n'est pas capable de faire dialogue, ça n'a pas d'agenda, il n'a pas de volonté politique pour le faire. Quand vous dites dialogue, ça, professeur, est-ce que vous voulez dire dialogue avec Jovenel Moïse? Oui, oui, le dialogue dans ce contexte-là. Je pense que le temps a passé, le temps a complètement passé. Peut-être au début du gouvernement, il y a 2 ans, tu es capable de faire comme ça que tu intéressant, mais je dis qu'il y a trop de choses qui passent, il y a trop irritants, il y a trop de crimes qui commettent, le massacre de la Saline par exemple, il y a trop de questions de 7 mercenaires, il y a trop de bagages qui passent pour que je dise qu'il y ait un minimum de confiance, parce que pour qu'on fasse dialogue, il faut un minimum de confiance. Que ça, on peut le parler, on peut le servir effectivement à ce qu'il y ait une modification de cadre politique là. Je dis pas de conditions, pas de climat favorable
pour que ait un minimum de confiance qui fait à gouvernement. La correspondance directe que le président a fait parce que l'autre modèle n'a pas marché. Il a fait des correspondances directes avec des gens qui ont des influences politiques ou même qui sont responsables politiques à part responsabilité ou en dapabda ou c'est tout membre parti politique, dirigeant parti politique. Est-ce que quelque part vous touchez directement dans le cadre de correspondance individuelle? Non. Jusqu'à présent, on n'a pas été touché. Et de toute façon, nous ne pouvons pas participer dans le dialogue là, dans le contexte ça, non plus. Très bien. Dans le contexte de crise globale, ça, et moi, j'ai fait une petite contextualisation de questions. Pendant que nous cherchons route, dialogue, nous demandons ci, nous demandons ça. Mais il y a des choses qui est même de toute urgence, et je dis à l'urgence. Donc, ce n'est plus une urgence, c'est plus que ça. C'est condition de la vie monde qui gagne moins de moyens pour vivre dans le pays. C'est une question de vie et de mort, c'est une question de grand goût. Et véritable façon qui est plus formelle pour aborder questions moun qui pi mal yo, c'est à permettre ça yo qui une dynamique de travail gain plus moyen pour prendre soin famille à travers salaire minimum. Et à chaque fois la vie a une plus cher, gain on conditionnement automatique qui t'a de fait autour de qui niveau salaire minimum nan doyer pour le raisonnable. Donc dans la dynamique ça, il y a un parlement qui lui-même à travers la Chambre des députés qui d'accord modifier la loi de septembre 2009 autour de salaire minimum dans qui niveau le doyer. Avant nous même arriver dans la forme, dans d'autres considérations peut-être d'ordre politique, en nous gardant un schéma totalement pédagogique, comment, ou même qui est économiste, professeur d'université, comment calculer salaire minimum dans le pays, notamment en Haïti, par rapport à qui indice déterminé, mais à quel niveau on salaire minimum doyer? Alors, il faut faire appel à trois concepts. Il y a une différence entre ça et le salaire minimum vital, salaire minimum légal et salaire décent. Okay? Salaire minimum vital, là, il est calculé à partir de ça, le panier minimum de la ménagère, côté qu'on mettait tout bien essentiel qui est indispensable à la vie et à la reproduction de la vie et de la famille, et pour calculer combien il coûtait par jour. Okay. Okay? Cet exercice a été fait en Haïti en 2014 par Solidarity Center. Solidarity Center, c'est un centre qui a travaillé avec AFL-CIO et il a été calculé de façon très rigoureuse, après des enquêtes et des mesures très précises. Il a été calculé en 2014 que le panier minimum de la ménagère, c'était 1600 gourdes. 2014, hein? En 2014, avant salaire minimum vital là, salaire minimum était 1600 gourdes. 1600 gourdes. Et ceci avant détérioration gourde par rapport au dollar américain, avant 37 à 38 mois d'inflation que nous vivons, etc. Donc, salaire minimum vital là, c'est lui-même qui t'a doué une base qui permet que une réflexion qui est faite par rapport à comment fixer le salaire minimum. Et le salaire minimum légal, donc son loi, un décret, un bon arrêté, ça dépend de législation pays, qui fixait, qui dit, bon, à partir de telle date, salaire minimum, là, c'est tant. Maintenant, mais pour faire le constat, il y a des modalités. Bien sûr, bien sûr. Bon, donc, d'abord, gagner. Et il faut souligner le problème aussi qui existe aujourd'hui, c'est qu'en Haïti, on parle de salaire par jour, alors que nous-mêmes, depuis quelque temps, nous t'ai recommandé que tu parlais de salaire horaire. Comme dans la plupart des pays, aux États-Unis, c'est $15 l'heure. OK? Pour qui ça? Parce que après 2009, quand il y a une augmentation importante de 70 à 200 gourdes, propriétaires d'usines sous-traitance, stratégie qu'ils utilisaient, c'est qu'effectivement, ils ont accordé augmentation salariale, même si tout pas respecté, mais il y a quand même une plus bonne majorité qui respecté. Mais ils ont allongé la journée de travail. Ça veut dire qu'ils ont baillé des normes de production avec des modules qui situaient plus ou moins entre 700 pièces et 1900 pièces par jour. Et faire 1900 pièces par jour, c'est qui est impossible. Ça veut dire 8 heures de temps passé et pour pas finir. Donc, on toujours été dans l'usine 9 heures de temps, parfois 10 heures de temps. Donc, ça, c'est totalement illégal parce que la journée, comme l'établit la journée de travail établie par le Code du travail, c'est 8 heures de temps. Donc, nous pensons que c'est plus intéressant que nous parlions d'un salaire horaire qui t'a empêché que, justement, une récupération qui est faite par propriétaire sous question ça et une récupération tout à fait illégale. Vous te parlez d'un troisième troisième, c'est ça le travail décent. Donc, OIT, depuis quelques années, il a présenté toute une élaboration conceptuelle et technique sur la question du travail décent. Et notre travail décent, non seulement gagne au niveau de salaire qui t'a doué normalement au-dessus du salaire minimum vital. Parce que ce n'est pas un animal, ce n'est pas des bêtes. Donc son calcul qui voulait que... C'est des gens qui ont besoin, par exemple, former tête, qui ont besoin d'éducation, qui ont besoin
de temps de loisirs, etc. Donc, il a ajouté des bagailles qui est essentiel dans la dignité du travailleur et qui mène nous au concept de salaire décent, de conditions décentes de travail et qui impliquait par exemple couverture de protection sociale, couverture de maladie, pension, etc. Tout un ensemble de bagailles qui fait que là, on a un concept un peu plus élaboré et qui normalement a dû influencer le législateur, tout le fixer question salaire minimum. Donc dans ce sens, nous-mêmes nous pensons que, alors au niveau de la PAPDA, nous toujours appuyé revendications que vous avez fait sur question salaire minimum, non? Et depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Mais en même temps, il faut que nous soulignions que le contexte dans lequel la Chambre députée prend décision, ça, lui pose des questions. On a privé ce contexte-là, mais juste avant, dis-nous non. Par rapport à trois concepts que vous avez évoqués là, Haïti, traditionnellement, qui ça nous adopté en termes de considération économique et autres pour fixer ça le minimum? Pas gagnant, vraiment. Parce qu'en fait, nous voyons que le Conseil supérieur des salaires, qui ont avancé sur le plan institutionnel, parce que c'est un espace de rencontre, de négociation, de discussion entre les partenaires sociaux, l'État, les propriétaires et les travailleurs, les syndicats. Mais nous connaissons que pour que CSS fonctionne, il faut qu'il y ait des moyens. Il faut qu'il y ait, par exemple, une possibilité de faire des enquêtes régulières sur les conditions de travail. Il faut qu'il y ait une possibilité pour que les déplacés dans le pays pour voir qui gens travaillent à évoluer. Et tout un ensemble de bagages qui n'est pas disponible. Ça veut dire que CSS là, seulement réduit à faire des réunions, et pas très souvent des réunions difficiles à organiser, sans que le pas gagner vraiment instrument scientifique, instrument d'observation scientifique qui est capable de permettre de faire des recommandations intelligentes et des recommandations qui sont capables d'aider les pays à avancer. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, nous connaissons que CSS l'a bloqué, puisque nous gagnons un ensemble de manipulations qui étaient faites et qui fait que le secteur syndical pas reconnaître que le monde qui a siégé dans CSS là non véritablement a la légitimité pour faire représentation ça. Donc, un instrument institutionnel intéressant en termes d'avancée qui aujourd'hui est gelé parce que justement il y a des manipulations et il y a des conflits au niveau de légitimité représentant aujourd'hui. Très bien. Donc, alors, il y a un chose qui est essentiel, c'est qu'au-delà de calcul du salaire minimum vital, de la question du travail décent, il y a un chose qui est extrêmement important, on a discuté de question salaire, c'est une question de stratégie. Et c'est là que le bas blesse. C'est que Haïti, c'est le premier pays dans les Caraïbes qui est entré massivement dans la question industrie et zone franche, industrie de sous-traitance dans la zone franche. OK, 69, entre 1969 et 1982, il y a une croissance exponentielle de quantité de monde qui travaille dans le secteur ça. Et ce qui est extrêmement pénible, c'est que nous voyons que l'autre pays caraïbes qui est entré beaucoup plus tard, même la République dominicaine par exemple, qui est entré beaucoup plus tard dans la question zone franche et sous-traitance là, je dis, ils ont dépassé nous. Parce que justement, ni l'État haïtien, ni la bourgeoisie haïtienne, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de stratégie, et ils n'ont pas élaboré une vision qui t'a permettre que nous gagnions effectivement une stratégie d'industrialisation à partir de la sous-traitance. Parce qu'il y a un problème sous-traitance là, il y a une série de problèmes, mais un problème essentiel que le gain, c'est que les déconnecté du reste de l'économie. C'est une logique d'enclave. Ça veut dire comme si on fait un bagage spécial qui n'a pas de rapport avec le reste de l'économie. Pour les dynamiser, pour les motoriser croissance, il faut qu'il y ait une relation avec le reste de l'économie. Relation, par exemple, c'est pas qui ça? Par exemple, si on a fait ceinture en cuir, on a fait souliers en cuir, et que nous dit que cuir ça a sorti dans peau bête en Haïti, pour bœuf par exemple, ça veut dire que le fait que nous avons produit et exporté ceinture en cuir là, l'a dynamisé élevage. Très bien. L'a dynamisé un processus de tannage qui fait que faut tanner pour bête là pour transformer le cas utilisable, etc. Donc on a toute une chaîne de valeur qui permettent que un paquet de monde qui bénéficient de corps cap circulaire et qui permettent d'améliorer les revenus. OK, donc ça veut dire que sous-traitance là, tu as une stratégie, deux types de stratégies. Premièrement, une stratégie de graduation qui fait que ne pas seulement mobiliser au niveau de produits bas de gamme, il faut que des produits qui aient plus de valeur ajoutée là-dedans. Et deuxièmement, il faut que nous regardions comment interconnecter le secteur avec le reste de l'économie paysanne. Parce que je l'ai fonctionné aujourd'hui, sur un secteur d'enclave, côté que produits intrants qui utilisent, c'est des produits importés. OK? Et n'a exporté produits vers l'extérieur, ça veut dire que propriétaires... Nous, c'est seulement un terrain d'assemblage, un espace d'assemblage. C'est ça, et propriétaires usiniers, ils ne sont pas intéressés à ce que y ait un pouvoir d'achat dans le pays. Parce que ce n'est pas là vendre. Mais si vous avez vendu dans le pays, vous êtes obligé de des stratégies tout côté d'accord pour que les gens qui aient plus de pouvoir d'achat pour consommer les produits. Donc c'est ça qui fait que sous-traitance là pas capable vraiment un moteur de la croissance, un moteur
de la croissance durable et nous-mêmes, nous sommes complètement désaccord avec des propositions, que ce soit qui viennent de l'ECOSOC des Nations Unies ou de M. Collier, qui avait été appelé par les Nations Unies pour élaborer une stratégie pour Haïti, et qui était définie une stratégie qui est basée sur les zones franches. Donc, nous-mêmes, nous pensons que Haïti, qui était pionnier dans la question ça, au niveau de la Caraïbe, je veux dire, nous étions toujours au niveau de même produit bas de gamme. C'est pas possible. Je veux dire, par exemple, en République dominicaine, le conseil de secteur qui a fait des vêtements chirurgicaux. Donc, pour soit produire des vêtements que mon médecin avec infirmier pour le mettre sous le rentrer dans une salle d'opération, bah, ça beaucoup plus cher que simplement faire un t-shirt. Absolument. Ou bon, un soutien-gorge. OK? Mais je veux dire, nous étions dans le même produit bas de gamme, ça, avec absence totale de stratégie et de vision, que ce soit de l'État, que ce soit de bourgeoisie. Et il y aurait été avec justement une logique côté que c'est la question des bas salaires, et ça sont qui est absolument inacceptable, que a dit que l'avantage payant c'est les bas salaires, alors qu'en fait, pour capable progresser, il faut que vous gagnez toute une stratégie de valorisation progressive de main-d'œuvre. Il faut faire un genre pour que les gens qui travaillent là, non seulement la produit richesse, mais en plus, il y a occasion pour lui-même lui apprendre, que lui former tête lui, et justement, ça qui est intéressant avec l'augmentation salaire là, c'est que tu stabilises l'emploi. Et plus emploi stable, c'est plus que une possibilité pour faire des formations qui permettent que, je dis, au niveau de productivité plus élevé avec toute stratégie de graduation à ça. Mais ça n'a pas existé, je dis. Et nous voyons que, par exemple, dans la sous-traitance là, ou gagner un problème de rotation en pile. Ça veut dire, en pile, le monde a quitté sous-traitance là parce qu'il n'est pas capable encore. Il n'y a pas qu'à reproduire tête. Il n'y a pas qu'à reproduire tête. Il y a des gens qui ont quitté sous-traitance là pour y faire activité commerciale. Et peut-être sur le plan macroéconomique, nous allons regarder peut-être qui conditionnait ça, mais juste avant d'arriver là-dedans. Donc là, c'est très important de souligner l'absence de stratégie, l'absence de vision. Absolument. Qui normalement devrait venir avant discussion directe sur la question de combien salaire ou pas combien salaire. Notamment dans mobiliser, peut-être, Jean-Saud dit tout à l'heure, et mobiliser moyens pour permettre que la production nationale, à travers une série de produits bien spécifiques, y relevé dans le sens pour bailler, tu es capable de dire matière première avec ça qu'a produit au niveau de factory. Mais imaginons par exemple, si nous prenons l'un qui produit un peu le baseball, ballon baseball, il y a une époque. Haïti a produit près de 80% de ballons baseball qu'utilisés aux États-Unis. Donc, imaginez ce que ça veut dire. Si tu es interconnecté avec pour bête qui fait en Haïti, le ça, tu as vraiment une situation totalement différente. Et tu as la possibilité que, justement, il y a un pile d'emplois qui créent. Parce que là, pas d'emploi, il faut nous garder tout qualité d'emploi. Et la notion d'emploi décent est fondamentale. Très bien. En octobre 2018, c'est la dernière fois, salaire minimum dans les refixés. Et les salaires mettaient là 420 gourdes, si je ne me trompe pas. Et ça gagne seulement 6 mois que la question revient. En si peu de temps, ça a montré toute sa économie noire gagnée comme faiblesse si nous considérons ça a toujours pris en termes d'indice pour refixer le salaire minimum. Toute l'économie a baissé, c'est tout le temps une nécessité pour les gens qui travaillent, ils gagnent un petit casse moyen en plus. Mais c'est comme si c'était un yon pas de fait parce que en plus qu'on augmente ce salaire minimum, de l'autre côté, il y a l'inflation qui augmente. En 2018, alors, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, mais en 2018, par exemple, les débats fait autour de l'augmentation du salaire minimum, nous avons une inflation de 14% et tout le monde a pris les embris. Mais je dis en 2019, 6 mois plus tard, en 2019, nous avons une inflation de 17%. De 420 gourdes, professeur, si vous permettez, à 750 que les parlementaires ont proposé là, 14% en 2018, 14,3% je me crois en octobre et 17% aujourd'hui. Comment vous appréciez par exemple 330 gouttes ça que vous avez proposé qui est ajouté à, ce serait le salaire minimum raisonnable? Bon, premier bail que nous avons dit, c'est que il est très faible, son augmentation qui est très faible et qui peut permettre qu'effectivement ouvriers rattraper ça au perdu en termes de pouvoir d'achat. Parce que d'abord une disposition légale Code du travail dit chaque fois que une inflation ou indice des prix à la consommation qui est de 10% l'an, l'État est obligé de faire un ajustement automatique. Ce n'est pas un qui doit discuter, c'est un automatique. Et si nous regardons depuis 2009, nous voyons qu'il n'y a pas eu aucune volonté de la part de l'État de respecter ça. Ça veut dire que l'État doit travailler tout un ensemble d'augmentations parce que depuis que nous connaissons que là, par exemple, nous avons des taux d'inflation qui sont supérieurs à 10%. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, c'est que effectivement,
chaque fois que gagne un débat sur le salaire minimum, et gagne deux arguments que nous par rapport à la question ça, c'est la question de l'inflation et la question de perte d'emploi. Si nous suivons données historiques, nous avons regardé toute série chronologique, nous avons vu que chaque fois que le salaire minimum a augmenté, pas jamais provoqué aucune perte d'emploi. Même le passé, par exemple, de 70 à 200 gouttes. Là, on a parlé de simplement qui doublait, mais là, 70 à 200 gouttes, il était plus que doublé. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas aucune perte d'emploi. Et au contraire, nous-mêmes dit qu'à 200 gouttes, il y a plus d'emplois qui sont créés par rapport à 70 gouttes. Donc, pas gain vraiment relation directe. Et la question centrale, c'est que Haïti était pays qui gagne salaire minimum qui est plus bas dans la région. Longtemps. Nettement plus bas que dans la région. On parlait là de $8 et quelques cents parce à 750 gouttes, si c'est ça qui t'a appliqué. C'est la moyenne de salaire minimum interprofessionnel au niveau du continent, c'est 1460 gouttes. Okay? Moyenne interprofessionnelle là. Donc, vous gagnez effectivement le fait que l'on n'a pas parlé de ce qu'est ce salaire minimum, il ne faut pas prendre une propagande qui dit bon, nous allons perdre 60 000 emplois, etc. Donc, ben, 60 000 emplois, il y a autour de 54 000, 56 000. Mais nous voyons que historiquement, ça n'a pas vérifié. Et je dis, on a regardé les chiffres. L'État lié avec possibilité de délocalisation, certaines entreprises, ou bien fermeture globalement, ou bien on coupe dans la quantité de monde qui travaille dans l'entreprise. C'est des menaces, c'est des chantages qu'il a fait nous. Parce que même avec nouveau niveau de salaire, là, nous étions pays qui plus bas. Même avec 750 gouttes là. Donc ça veut dire qu'on a toujours un espace côté que monde qui voulait, qui besoin terrain pour sous-traitance, il a toujours préféré Haïti que n'importe quel autre pays parce que ici là, on a touché moins comme que n'importe quel côté dans la Caraïbe. C'est ça. Et bon, bien sûr, alors évidemment, il faut nous introduire des autres questions parce que c'est pas seulement la question du salaire qui est facteur déterminant dans le choix de localisation. Il y a des questions tout de, par exemple, coût de l'électricité. Nous avons des kilowattheures qui pillent cher dans les Caraïbes, de très très loin. Nous avons des questions de communication, vitesse Internet, et questions d'efficacité opération douanière, qui est en pile lenteur, de bon facteur qui entre en donc, est-ce que ça va justifier quelque part cette justification de monde qui est dans le secteur ça, les patrons, que on dit que si par rapport à tout défi ça nous gagne, nous venons augmenter le salaire minimum non, donc c'est un véritable danger pour le secteur. Non, parce que la question est mal posée. Parce que là on a parlé de question ça, nous pas capable de mettre nous dans peau entrepreneur qui va venir. Il faut nous mettre dans peau haïtien. Il faut regarder l'économie haïtienne. OK, nous pas capable d'accepter par exemple que nous construit croissance que nous pas même construit d'ailleurs avec sous le fait que des gens a touché des salaires de misère. C'est que en pile monde les salaires poitrinaires. Nous pas droit faire ça. Il faut que nous regardions qui ça qui est intérêt fondamental du pays d'Haïti et nous dit par exemple que même si tu as une possibilité d'accepter au niveau de salaire, il faut nous dire que le transitoire et que nous avons une stratégie qui permette justement que l'existence branche industrielle ça permette que une motorisation véritable de la croissance et de l'emploi. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a moyen de faire des sacrifices sans que sacrifice ça pas de résultat parce que pas bien Haïti entraîné en bas ça depuis 69 qui résultat nous pour payer aujourd'hui 2069 et on était presque à 70 000 emplois en 82. Donc ça veut dire que c'est pas secteur ça li pas kembe promesse ni en termes de création d'emplois parce que c'est centaines de mille 100 000 personnes qui entrent sur le marché de l'emploi chaque année en Haïti. Donc là, on a un secteur qui a 50 000, 60 000 emplois pour vraiment résoudre le problème de l'emploi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que nous ayons des investissements cohérents qui permettent de résoudre à la fois le problème de l'emploi, qu'on résoudre le problème de l'emploi décent. Parce que l'emploi décent, non seulement il y a un coût extrêmement grave par rapport à monde qui travaille dans des conditions inhumaines, mais en plus, il y a un coût pour la société en tout. Parce que l'homme a des meilleures conditions de travail, il vit un meilleur citoyen. Il est capable de tout investir tête pour être capable de bailler beaucoup plus de richesses à payer en termes de productivité. Et ça, c'est l'autre question que tu as soulevé tout. C'est que très souvent, la part de salaire, il oublie un bagage, il faut nous garder productivité. Parce que les normes par module de la sous-traitance aujourd'hui, c'est entre 700 et 1900 pièces par jour. Module, il y a 20 personnes. Ça veut dire que de chaque travailleur pour produire autour de 130-140 pièces par jour. OK? Si nous regardons en 8 heures de travail. En 8 heures de travail, mais très souvent 9 heures, 10 heures. Si nous regardons prix de vente pièces sur le marché américain, ça veut dire que chaque travailleur a
créer des richesses qui sont autour de 4 500 dollars américains par jour. OK? Ça veut dire 130 pièces là, c'est une forme moyenne, très très raisonnable. On voit qu'il y a vendu aux États-Unis 4 500 dollars américains par jour. Donc, sous 4 500 dollars américains, et les plus chers, c'est d'aller dans certains produits, de certains malls, etc. Donc, 4 500 dollars minimum, OK, 130 pièces, dans des conditions très mauvaise qualité, et puis, il a touché 4 dollars américains. Donc, j'avais dit que nous ne sommes pas capables de regarder ça, c'est que nous regardons toute chaîne de valeur et nous regardons que produit qui ça nous représenter sur le marché, côté que on peut le transformer plus-value en profit. Donc, dans ça, et si nous regardons au cours de dernière période, tu as même qu'à dire qu'il y a une augmentation de la productivité. Donc, si il y a une augmentation de la productivité, ça veut dire que le travailleur produit plus richesse. Pour qui ça, augmentation de productivité, ça n'a pas qu'à traduire dans l'augmentation de salaire. Hein? Donc, je pense que le raisonnement très souvent... C'est autre chose évoqué là, tout, de l'autre défi qui gagne par rapport avec le fonctionnement. C'est ça qui fait parler de stratégie. C'est que non seulement, le réfléchir sur la question salaire, non seulement il faut une stratégie, par exemple, d'industrialisation, et par l'interconnexion avec les autres secteurs, il faut une stratégie pour dire que branche industrielle, ça, qui ça le cabaye comme avantage pour l'ensemble de la nation, mais il faut regarder l'autre stratégie, tout, qui permettent que le climat global sur la question d'investissement public et privé est différent. Par exemple, sur la question de l'électricité, sur la question des intrants, sur la question des infrastructures, du transport, de la communication électronique, etc. Donc, c'est ça que parce que très souvent, en discussion, il y aurait été au niveau de chiffres, une discussion de cuisine, mais on ne pas poser les problèmes véritables, les problèmes de stratégie et les problèmes de qui ça a fait pour que justement, le secteur ça a contribué plus ou moins à ce que le pays, dans 20 ans, dans 15 ans, les différents par rapport à la situation. Mais on regarde 750 gouttes là, dans ça le représenté en termes de chiffres, non seulement par rapport avec, parallèle nous fait à l'heure, de saleté en 2018, il y a 6 mois, et taux inflation en TIA, ça lié aujourd'hui, et ça le représentait en termes d'augmentation. Là, on parle de 330 gouttes d'augmentation. Quelque part, le chiffre en soi, c'est de considérer tout ça salaire a réclamé depuis quelques temps, à savoir 1000 gouttes de salaire. Quelque part, est-ce que nous avons une sorte de rationalité de la part des députés, là, qu'on est qui ça a représenté tout sur le plan politique pour eux, et passer de 420 gourdes à 750 gourdes quelque part, est-ce que nous avons un milieu raisonnable? Pas du tout, pas du tout. Il est clair que c'est très surprenant. C'est une décision qui prend bride sous coup, qui n'est pas basée sur aucune étude scientifique et qui très probablement a une motivation politicienne par rapport aux prochaines élections. Parce que nous voyons que la Chambre des députés et le Parlement en général, pendant toute existence, pendant ces 2 dernières années, il n'y a pas jamais pris aucune des mesures qui sont favorables à la majorité de la population. Au contraire, ne pas oublier que, par exemple, c'est le Parlement qui votait la fameuse loi des 3-8, qui sont lois scélérates, qui sont lois qui disent qu'un ouvrier qui travaille la nuit a le même niveau de salaire avec un ouvrier qui travaille la journée. Ce qui est parti d'un problème dans qui réseau, parce que même ou t'es pas même qui t'a demandé pour que une réglementation qui fait sur question heure de travail là, mais on partit dans le travail là fait, on partit là-dedans négligé. Oui, tout à fait, parce que effectivement, c'est vrai que nous devons favoriser que l'industrie ça fonctionne la nuit, mais dans toute l'Amérique latine, en général, travailleurs de nuit, ils gagnent un salaire plus élevé. Par exemple, en Colombie, on considère le travail de nuit, c'est 6 heures de temps, ce n'est pas 8 heures de temps. Okay? En général, c'est 50-60% de... Donc, même OIT, obligé de relayer en mois, il y a relais ministre des Affaires sociales en Haïti en jugement. Okay? Donc, conférence pour dire, bon, ce n'est pas possible, parce que les violent un ensemble de conventions internationales. Donc, députés et sénateurs, dans la grande majorité, il y a quelques exceptions, bien sûr, ils n'ont pas habitué nous à aucune sensibilité par rapport à la condition de vie de la population. Au contraire, ils font partie de systèmes de privilèges qui indécents et que la population a dénoncé d'ailleurs. Et ils n'ont pas intéressé vraiment. Donc, grand pile, on t'a dit que hypothèse qui a faite sur le fait que c'est simplement une motivation politicienne. Et avant même sur justification caractère électoraliste, question de gain. Est-ce que cette intervention de la Chambre basse, peut-être bientôt au Sénat, n'est pas motivée plutôt par le vide qu'il y a par rapport au dysfonctionnement du CSS qu'on évoquait tout à l'heure? Non, parce que... C'est pas quelqu'un qui peut faire et le besoin est là. Donc, non, mais il y a le moment.
Il y a le moment, côté que il y a des discussions qu'on a faites sur la question d'un éventuel nouveau Premier ministre. Le budget 18-19 n'est même pas encore voté. Donc c'est très étonnant que c'est le moment ça que je choisis pour faire. Et il est très probable que justement il est lié à des préoccupations électoralistes. Et il n'est pas fait dans le cadre justement d'une volonté pour se mettre au service de la nation. Et donc le message que vous voulez voir, c'est que nous-mêmes députés, nous avec nous, bien sûr, ils connaissent tout, peut-être probablement que le loi ne doit pas passer, mais ils ont quand même marqué le coup, ils ont dit, bon, nous-mêmes, nous avec nous, etc., pour essayer de se refaire une santé. Hein? Donc il n'y a pas de véritable générosité là-dedans? Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous regardez le comportement parlementaire pendant toutes les 2 dernières années, il n'y a rien à voir. Justement, ils sont complètement à côté de leur mission. Ils sont complètement à côté de ça que doit faire responsabilité. Nous voyons par exemple que vous voyez Fridjan aller en quelques minutes, ça que pas faire un débat sur déclaration de politique générale. Donc c'est des parlementaires qui justement ont délégitimé jusqu'à un comportement qui est tellement à l'opposé des intérêts fondamentaux de la nation que justement je veux dire ils ont même délégitimé la fonction même du parlementaire. Ça veut dire soit font enquête dans la rue, on voit que personne ne peut faire Parlement confiance. Et c'est une véritable crise de légitimité, une crise de crédibilité que a essayé combler avec une mesure démagogique, une mesure précipitée et une mesure qui prend dans des conditions quand il y a pile chance pour ne pas appliquer. Non, mais pour retourner à la charge, si Chambas là en totale légalité que l'aborde des questions, et son loi que l'y a bougé, et qui mettait salaire à 750 gouttes, considération politique mise à part, ça aurait pu changer les conditions de vie de ces personnes-là qui travaillent dans les factories ou bien dans l'autre secteur qui ne touchaient pas à la question salaire minimum directement. Donc, quelque part, c'est peut-être non logique électoraliste, j'en dis là, mais le résultat aurait été acceptable pour ça qu'a gagné comme influence sur les conditions de la vie mondiale. Alors, pour moi, c'est que justement, c'est pas bien ça me dit là, c'est que l'y prendre des conditions politiques, côté le gain plus chance pas appliquer. Pas appliqué parce que selon vous, c'est la République là, pas gagné même motivation pour probablement, il ne doit pas faire. En plus de ça, il a subi des pressions très fortes. Nous, IFC, Colette, nous, ADI font communiquer. M. Sassine déclaré qu'il perd 60 000 emplois. Donc, il y a vraiment des réactions très alarmistes qui sont complètement exagérées. Et qui justement pour créer un climat pour faire que ça n'a pas appliqué. Alors qu'en fait, cette augmentation est nettement insuffisante. Faut même dans son insuffisance, vous avez souhaité le vote national? Si je comprends une préoccupation là, parce que vous mettez accent sur ça gagne en termes de ça gagne autour de lui en termes de pression politique et tout. Donc, mais quelque part, si sénateurs non même logique électoraliste décidé d'aller dans ce sens ça, le résultat quelque part sera bon pour ceux-là qui réclamaient 1000 gouttes, même si ce n'est pas 1000 gouttes, mais c'est quand même 330 gouttes de plus. Et nous-mêmes, nous souhaitons que le Sénat fait tout un ensemble de considérations en termes d'études scientifiques et qui t'a montré clairement que l'augmentation sera insuffisante et que l'État au moins aller vers les 1000 gouttes réclamées par les syndicats. Puisque Pabli me rappelait que l'étude systématique qui était faite en 2014 déjà située à 1600 gouttes. Donc ça veut dire qu'il faut que gagner une comparaison entre panier de ménagères là et qui salaire minimum vital. Parce que je dis, nous sommes en situation de terrorisme sanguinaire. C'est pas côté que effectivement, c'est des richesses énormes. On a parlé de 4 500 $ américains sur 130 pièces. C'est pas? Donc des richesses considérables par jour qui créent sous 100 travailleurs, sur des situations côté que même parler de famille, il n'y a pas qu'à reproduire tête en tant qu'individu, puisque nous voyons que déjà la Solidarité Center qui fait étude là a été montré que déjà dans le transport, déjà absorbé parfois 40 à 45% de salaire quotidien. Donc il ne pas entrer dans manger, il ne pas entrer dans des autres détails. Déjà au niveau du transport déjà, ou gagner une grande partie d'un salaire qui est allé. Donc, c'est une situation qui est inacceptable et nous devons, tout citoyen conscient, doit comprendre que les conditions de vie ça, qui sont imposées au travers de la sous-traitance sont des qui affectent toute société. Ils ont un impact négatif sur toute société. Donc, nous devons appuyer les revendications ça, parce que, justement, permettre que gagner plus de stabilité au niveau de l'emploi dans le secteur. Et ça qui est fondamental, c'est qu'en même temps, lutter pour une augmentation du salaire minimum, mais lutter pour une élaboration stratégique de moyen terme qui permette qu'effectivement nous profiter
d'opportunités qui sont dans les Caraïbes là, et que nous pas dans la situation de, et malgré que nous étions les premiers, et puis je veux dire nous les derniers, nous étions les premiers en 69, c'est pas je veux dire nous les derniers en termes de qualité de produit qu'on a exporté et en termes de coût salarial, parce qu'on a parlé de coût salarial qui est très très faible, hein, et je dis, il y a des côtés en Amérique latine, c'est 2000 gouttes, 2400 gouttes par jour. Hein. Et donc Haïti, parmi vraiment pays côté salaire pipi bas, et même pays qui bas, tant qu'on Honduras, tant qu'on Nicaragua, etc., salaire plus élevé que le salaire que vous pratiquez. Très bien. On va prendre les 750 gouttes pour Saouyea. Et même regarder préoccupation qui été faite à l'heure autour de pression politique qui est déjà faite dans le camp des patrons. Est-ce qu'on est capable de considérer l'élément ça comme un élément samba alarmiste qui est capable peut-être de gagner des influences énormes, considérables sur la crise politique qu'on est là, l'on connaît que d'abord le Sénat s'il t'a adopté et ensuite la présidence qui t'a gagné pour promulguer pour l'entrée en application. Quelque part, est-ce que ça pourrait être un élément de plus pour enfoncer crise politique qui gagne là sur le terrain? Vous pensez que c'est possible? Parce qu'on parlait de possibilité de non-application de tout à fait. Donc nous habitués avec pression ça, hein, et des pressions sous forme de chantage, des pressions sous forme de mauvaise utilisation des statistiques, etc. Mais nous connaissons qu'en général, nous avons un milieu, un type de prise de décision politique qui habituellement toujours oublie les revendications populaires, les revendications ouvrières, les revendications syndicales, les revendications paysannes, qui vraiment les laissent pour compte, qui vraiment excluent de l'exercice des décisions politiques. Et très souvent, on prend des décisions avec les puissants, avec les maîtres du jeu. Nous, ça s'est passé avec Durian, par exemple, une véritable caricature. Côté qu'au lieu de favoriser la production nationale, on a encore donné des cadeaux aux importateurs de riz. Ah, c'est considérable. Donc, ça risque d'être le même scénario et qui, justement, il y a un bagage qui est responsable de la crise que nous vivons là. Parce que c'est un pouvoir qui ne peut pas gérer vraiment dans le cadre d'une vision boussole qui est informée par l'intérêt national, par l'intérêt collectif, mais qui est prisonnier complètement des dictats du FMI, des dictats de l'impérialisme et de contrôle de trois familles et oligarchies. Donc, nous croyons que c'est un problème. C'est justement ce qui fait que le gouvernement n'est pas viable et que le gouvernement est incapable de sortir dans un contexte de prison. C'est complètement prisonnier, mais c'est une prison acceptée, n'est-ce pas? Côté que, effectivement, ce sont des décisions que les pas mettre. Ce n'est pas les qui prennent des décisions. Même genre, ça a passé pour le Venezuela, même genre, ça a passé pour le prix de l'essence en juillet, et même genre, ça a passé pour le contexte de définition budgétaire avec augmentation de pression fiscale que veut faire sur une population qui est dans une situation où elle ne peut pas quand même joindre les deux bouts. Donc c'est tout un série de politique qui est complètement irrationnelle, mais qui est complètement contrôlée par des forces qui ne s'investissent pas dans l'intérêt national, qui n'ont rien à voir avec l'intérêt national. On a des questions sur un plan macroéconomique précis. C'est une considérée logique pour augmenter le salaire minimum. Non, c'est justement par rapport à toute considération sur le point pour aider à améliorer les conditions de la vie, assurer les gens qui vivent au niveau de bien-être. Mais parallèlement, qui ça fait le pouvoir d'achat a augmenté, c'est parce que justement le prix produit a augmenté. Là, on a parlé de l'inflation. Et donc, la meilleure stratégie sur le plan macroéconomique, ce ne serait pas de quitter cette question salaire minimum dans deux côtés, c'est-à-dire que c'est vrai fixer là au niveau acceptable, mais quelque part combattre cette inflation pour permettre que gagne une stabilité macroéconomique dans le pays pour permettre que quelque part, même si mon dans ces 200 gouttes il était gagné comme salaire minimum, mais il est capable de vivre avec 200 gouttes. Est-ce que la vraie question n'est pas à ce niveau-là? Bon, alors, la question de l'inflation est présentée sous plusieurs angles. Parce que l'inflation affecte le pouvoir d'achat de la population beaucoup plus que l'affecter valeur active. Parce que si tu es dans l'économie intégrée, après tout que l'inflation affecte valeur active. C'est pour ça que d'ailleurs, le Fonds monétaire international toujours mettait comme objectif central la question de combattre l'inflation. Parce que ça qui intéresse dans combattre l'inflation, c'est que valeur capitaux n'ont pas baissé. Okay? Mais comme en Haïti en général,
et capitalistes, pas mettre capital dans le pays. Hein. C'est des capitaux qui exportés en dollars américains vers des paradis fiscaux ou vers des banques multinationales. Donc, inquiétude ça, ou pas gagner. Inquiétude ça, ou pas gagner. Maintenant, et c'est vrai, alors effectivement, la question de l'inflation sont variables importantes, mais effectivement, sont variables qui sont dépendantes de tout ensemble de l'autre question, notamment la question des investissements. Il faut investir, il faut qu'il y ait des investissements publics, il faut qu'il y ait des investissements privés, et il faut aussi investir non seulement sur le plan de la création de richesses, sur le plan de l'emploi, mais il faut que gagner tout ensemble d'investissements qui permettent que nous modifier conditions de la vie mondiale. Par exemple, si on compare en termes de salaire, on va regarder par exemple le salaire Cuba beaucoup plus bas, n'est-ce pas? Mais en fait, au monde qui vit à Cuba, il y a une éducation gratuite, depuis que en fait jusqu'à post-université. Donc responsabilité gratis. Ça, il n'est pas tombé sur dos salaire. Exactement. Donc c'est tout ça relève des biens salaires, n'est-ce pas, de tout ensemble de accès à la population, à tout ensemble de biens qui est vital, qui est fondamental. Par exemple, la question de l'éducation, la question de la santé. Je dis, Mounio, c'est crevé. Par exemple, la question de la maternité, c'est un véritable scandale que c'est géré dans ce pays, n'est-ce pas? La question de l'eau potable, la question de l'assainissement. Donc, il y a tout ensemble de cadres qui doivent accompagner l'investissement directement au niveau de la production, n'est-ce pas? De façon que nous transformions les conditions de la vie Mounio, et que Mounio ait accès à tout un ensemble de biens dans des conditions beaucoup plus favorables. Donc là, et normalement, gagner l'argent dans le pays, on peut faire ça. Il suffit de réorienter, par exemple, le crédit, parce que ça, c'est un instrument fondamental, parce que, je veux dire, il y a une cause de l'inflation, c'est que crédit qui a son crédit à la consommation, et son crédit qui finançait des biens importés. Donc, on encourage les gens à importer. Même les produits qui peuvent être fabriqués en Haïti, des produits que nous avons expertise là-dedans, que nous fabriquons de façon efficiente, gagnent tout un encouragement à importer. Donc, évidemment, plus on peut importer, plus on gagne une dépendance par rapport à niveau prix qui est fixé sur le marché international. En plus de ça, on conseille au monopole, au oligopole au niveau commercial, qui fait que, je dis, les biens importés, si nous comparons avec tout le pays caraïbes, c'est en Haïti au plus cher. Mais dynamique ça, pour ça le représenter pour une population. Si nous continuons là-dedans, parce que nous n'avons pas véritablement une motivation d'un détour vers une autre dynamique qui est capable d'assurer l'économie noire en santé, dans 2 ans, dans 3 ans, on aura pratiquement plus d'économie, sinon un miracle, ou peut-être on l'autre Petro-Caribé, si nous sommes capables d'espérer, si nous continuons à rêver. Non, c'est clair que tout autant que nous avons persisté dans le même chemin, dans le même choix, dans la même application politique néolibérale, dans le même gouvernement qui est complètement insensible à la condition de vie population, c'est clair que nous avons continué dans le même chemin de détérioration, d'effondrement et de paupérisation massive qui, je dis, a caractérisé la population, côté qu'on a près de 3 millions de monde qui, je dis, en Angagou. Donc, c'est urgence ça, qui montre la nécessité que nous devons lutter pour gagner un autre type de politique dans le pays. Nous devons lutter pour que une rupture radicale, la population parle de changer le système, il y a tout à fait raison, pour que une rupture radicale par rapport à mode de gouvernement qu'on a là, une rupture radicale par rapport à mode de politique économique qui définit, c'est pas de façon que, par exemple, des centaines de milliards de gold qui sont stockés dans les banques, pour qu'ils ne soient pas utilisés pour investissement. Ils sont là, ils sont disponibles. Donc il faut justement qu'au lieu que nous fassions une politique qui justement a fait que crédit utilisé dans les circuits courts, côté que banque là bas crédit parce que le connaît qu'on peut l'acheter au inverteur et même mon cap vendre inverteur c'est mon satou qui actionne dans banque là. Donc c'est pratiquement on cercle. Il y a des gens qui parlaient de crédit incestueux. Donc alors que crédit c'est intéressant. Mais oui, donc c'est des crédits qui sont capables de motoriser l'économie, qui sont capables de créer richesse dans l'économie. Et nous gagnons au niveau de la paysannerie, nous gagnons une paysannerie haïtienne qui est extrêmement courageuse, qui malgré toute bagage aujourd'hui continue à produire 42% de ce qu'on a mangé chaque jour. Donc c'est là qu'il faut investir et il faut que aujourd'hui nous constater l'échec total de politique néolibérale, l'échec total des orientations qui ont été prises dans ce pays depuis 7 ans. Et aujourd'hui il faut que nous voyons que gagner un danger que non seulement nous gagnons tout un système politique et un système économique qui a aggravé la situation du pays, qui a aggravé la crise structurelle, notamment la question de la paupérisation. Mais je veux dire, nous avons un risque
que clan PHTK, avec les changements, par exemple, de la Constitution, que les créer tout ensemble de nœuds, de cadenas qui assuraient continuité dans le pouvoir sur les 30 prochaines années. Et c'est ça le grand risque. Parce que je dis, nous gagnons vraiment une situation côté que nous gagnons un clan politique qui est en face pays, un clan politique qui est en face nation, et qui a travaillé contre les intérêts de la nation, et ça fait que la nation a campé pour le dire, ça suffit, il faut que nous changions d'orientation. Très bien. Et dans la dynamique politique qu'a développée, notamment au comportement de cette opposition qui pourrait amener une alternative par rapport à ça, il montre nous clair que ce n'est pas demain, la veille, qu'on va s'en sortir. Professeur Chalmers, c'était vraiment un plaisir pour nous recevoir dans l'émission jeudi. On n'a pas de Premier ministre, donc on vit d'institutionnel, on l'État dysfonctionnel quelque part. Donc toutes ces analyses que NAPC produit autour de questions salaire minimum, il y a peut-être encore pour même une réflexion véritable qui est faite au niveau de l'État et pas même qu'à parler de élaboration de stratégie de politique publique pour aborder des questions, gens ou même à proposer là. Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas d'opposition, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a quand même des secteurs qui sont liés à paysan. On ne va pas faire le débat, on le sait bien, mais quelque part, la perception qui est donnée, c'est qu'il n'y a pas d'organisation. Il faut poser les bonnes questions, il faut que le débat soit fait autour de questions centrales. Il faut reconnaître, il faut être honnête sur l'échec total de route qui prend pour paysan, tant sur le plan politique et économique et tant sur le plan des politiques néolibérales, et que nous prenons l'autre chemin. Le chemin sera possible. Nous avons force, nous avons potentialité dans le pays. Et nous-mêmes, nous croyons dans le pays. Nous croyons que nous sommes capables de relever le gant. Et nous devons prendre l'autre chemin. Mais il faut qu'il y ait une rupture qui permette d'ouvrir l'autre saison pour le pays. Très bien. Encore une fois, merci professeur Chalmers parce que tu es disposé Titan dans la journée où première journée de travail, si on peut le dire, pour la semaine. Et pour te participer avec nous, on a invité du midi. C'est toujours un plaisir pour nous recevoir. Je serai toujours disponible pour participer aux émissions de Radio-Télévision Caraïbe. Très bien. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui avez suivi ce premier numéro de votre émission de commentaires sur l'actualité sur la chaîne 22. La télévision Caraïbe. Passez une excellente fin de journée en compagnie de votre télévision. On se retrouve sûrement demain pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.